Bonsoir à tous et à toutes. Michel Paquin pour l'émission Tech et Transmission. Ce soir, j'ai le plaisir d'inviter deux personnes, dont une que j'affectionne particulièrement, Emeline Manson, qui est experte en cybersécurité, et également Amina Arab, qui est professionnelle également en cybersécurité. Et vous travaillez toutes les deux, mesdames, chez Cyclic, qui est ta compagnie. Emeline, bonsoir, mesdames. Bonsoir. Très contente d'être là. Merci d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, les gens vont sûrement s'en douter là, avec votre titre. On va parler ce soir de cybersécurité, mais d'un aspect qui est hyper important à travers la sécurité, c'est le savoir-être derrière la cybersécurité. Puisqu'on en entend beaucoup parler, surtout, je pense, dans les dernières années, là, de l'importance de protéger nos informations, protéger nos données. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes derrière cette réalité-là, les données, la protection de l'information. Donc, étant professionnel, maintenant, on va pouvoir démystifier un peu cet élément-là. Donc, je vais commencer sans plus tarder avec une petite présentation de qui vous êtes. Je vais commencer avec toi, Emeline. Dis-nous tout. Donc, Emeline Manson, formatrice en prévention des fraudes en cybersécurité. J'ai parti formation Cyclic il y a un peu plus de 4 ans et demi maintenant. À ce moment-là, je travaillais à la Banque nationale au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes, donc très sécurité corpo. J'avais beaucoup de clients qui se faisaient frauder et le seul pouvoir que j'avais, c'était de fermer leur compte et ouvrir un nouveau compte, mais en sachant très bien que si le comportement ne changeait pas, qu'on allait retrouver le même problème. Donc, 2021, j'ai parti une chaîne YouTube. Zéro la prétention de me partir à mon compte, mais pour enregistrer des courtes capsules vidéo, sensibiliser, vulgariser ces concepts-là. Puis, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Donc, c'est ça, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vraiment avoir bâti cette entreprise où est-ce qu'on met vraiment l'humain au cœur de la cybersécurité. Il y aura toujours un humain derrière son écran. On veut s'assurer qu'il ait de bonnes pratiques. Tout à fait, puis c'était très collaboratif. Là, ta chaîne YouTube était disponible à tous pour avoir regardé aussi tes vidéos, là, très instructif aussi. Puis tu enseignes également. Oui, donc, à Polytechnique Montréal en cyber-enquête. Donc, si j'ai des étudiants qui m'écoutent, je donne 2-3 cours en fonction de la session, mais cyber-enquête, c'est très passionnant. Les recherches sur Internet et tout, ça permet de comprendre le comportement criminel aussi pour mieux prévenir la population ensuite. Oui, super intéressant, merci. Et Amina, parle-nous de toi. Moi, en fait, premièrement, c'est un peu comique, là, mais Emeline, je l'ai rencontrée parce que je suivais son cours. C'est super intéressant. Donc, est-ce qu'elle est bonne professeure? Elle est excellente. J'en doute pas, en plus, j'en doute pas. Super bonne pédagogue, Emeline. Donc, oui, j'ai commencé... Avant ça, en fait, je viens d'un parcours un peu atypique. J'étais intervenante psychosociale. Je donnais, c'est ça, un peu des formations, des ateliers sur l'intelligence émotionnelle, sur l'éducation à la sexualité. Puis j'ai eu un peu, là, tranquillement, avec la cyber-enquête et tout ça, la piqûre pour la cybersécurité. Je suis quelqu'un qui adore, c'est un peu une boîte de Pandore, la cybersécurité. Tu l'ouvres, puis ça n'a jamais de fin, puis c'est un peu, ça peut faire un peu peur, c'est un peu vertigineux, donc je me suis donné un peu comme mission de m'approprier ça, puis de rendre ça un peu moins épeurant, pour justement par la suite là, un peu mieux sensibiliser, protéger les gens, leur donner un peu du pouvoir. Donc ça ressemble un peu à ça, mon parcours. Qu'est-ce qui m'a amené là-dedans aussi? Non, mais c'est super intéressant parce que tu as aussi l'expérience de l'aspect plus psychologique qui est derrière. Puis, Emeline aussi, tu as un parcours aussi atypique. Là. Je sais qu'on pensait en parler un peu plus tard, mais tant qu'à y être, tu peux aussi nous expliquer c'est quoi ton background? Oui, avant ça, en fait, avant d'atterrir en cybersécurité, j'ai été moi-même intervenante psychosociale. En fait, j'ai fait un bac en criminologie à l'Université de Montréal. D'abord, je me suis promenée dans plein d'organismes communautaires, plus en prévention, auprès de clientèle toxicomane, itinérance, santé mentale, plus. Mais j'ai ressenti le besoin de prendre un pas de recul sur l'intervention. C'est très demandant émotionnellement, psychologiquement. Donc c'est là que j'étais moi-même retournée à l'école, que j'ai fait le certificat en cyber-enquête 2017 et que la suite est arrivée. Mais oui, le côté psychologique est à la fois fascinant du point de vue criminel, mais aussi épeurant quand on voit à quel point ils arrivent à mettre le doigt sur les bonnes émotions de ces fraudeurs-là pour nous faire passer à l'action. Mais c'est ça, parce que c'est toute une question d'émotion, comment on va être interpellés, qu'est-ce qui va nous faire hésiter à cliquer sur quelque chose ou partager des informations qu'on ne devrait pas. Donc, on va arriver directement dans le cœur un peu du sujet aujourd'hui.
Comme on parlait, il y a tout l'aspect technique derrière la cybersécurité, mais on va rarement parler des dimensions humaines. Je pense que ça ramène un peu ce qu'on parlait jusqu'à présent, de l'aspect psychologique. Donc, c'est quoi, selon toi, pourquoi est-ce que le savoir-être est aussi important et crucial dans tout l'aspect cybersécurité? Déjà, en partant, il y aura toujours un humain derrière son écran. Ça, on peut pas y échapper. Et on a beau avoir les meilleurs systèmes informatiques en place, si nos humains ne sont pas sensibilisés, on est à la case départ. Surtout qu'au Québec, on a aussi la loi 25 qui est embarquée au niveau de la protection des renseignements personnels. Donc ça, c'est motivant quand même parce que, pour être honnête avec toi, quand j'ai parti mon entreprise, les gens que je rencontrais me disaient « C'est génial ce que tu fais, mais moi, ça ne m'arrivera pas. » C'est tout le temps ça! Mais aujourd'hui, avec la loi 25, justement, la motivation a changé. Puis les gens sont plus comme « Ouais, je le sais, mais j'ai pas le temps. » Manque de temps, de ressources ou toutes sortes d'affaires. Donc, c'est important, c'est ça, parce qu'il y aura toujours un humain derrière son écran, parce que changer ses pratiques, c'est une grosse gestion du changement aussi. Il y a juste à voir, je sais pas moi, Facebook change son interface, change les boutons de place, tout le monde est perdu, tout le monde est inconfortable. Puis on s'adapte. Donc nous, c'est aussi notre travail d'accompagner les équipes dans ce changement de pratique et dans cette zone d'inconfort aussi finalement. Puis pour pas, je ne veux pas te mettre non plus sur la sellette, là, mais est-ce qu'on a des statistiques à savoir combien est-ce que le pourcentage des attaques qui sont des erreurs humaines versus est-ce que réellement c'est quelqu'un qui a passé à travers le système? Dans 90% des cas. C'est ce que j'avais l'impression. Oui, c'est ça. Donc il y a vraiment une sensibilisation qui... oui, et d'un autre côté, les statistiques ensuite ne sont pas tellement représentatives parce que, je ne sais plus c'est quoi la stat, tu l'as probablement plus proche que moi dans ta tête, mais la plupart des organisations ne déclarent pas à la police. Donc quand on regarde la statistique de qui se fait attaquer, c'est comme « Oh, c'est pas si pire ». Ouais, mais les gens ne déclarent pas. Non. Puis il y a peut-être aussi pas une honte derrière ça de le déclarer, mais tu te dis « Ouais, je me suis fait attaquer », puis tu sais, comment ça on est entré aussi dans ce concept-là, sachant que tout le monde en parle, mais ça arrive quand même, c'est arrivé. Puis Amina, si on continue un peu à travers ton expérience, donc tu as une belle expérience autant au niveau plus humain puis technique, selon toi au niveau de la communication, l'écoute, la collaboration, comment est-ce que ça peut faire influencer la réussite d'un projet de cybersécurité? En fait, c'est sûr que l'écoute, la communication justement et la collaboration, c'est un peu les piliers. Là, on ne peut pas vraiment mener à terme un projet de cybersécurité sans ça. C'est vraiment que l'écoute parce qu'on ne peut pas nécessairement cerner le réel problème tant qu'on n'a pas vraiment fait preuve d'écoute pour essayer de vraiment comprendre c'est quoi les contraintes métiers des équipes pour éviter justement d'imposer des solutions qui seraient de toute manière contournées par les équipes. Ensuite, pour la collaboration, ça nous oblige aussi à casser un peu les silos, dans le sens qu'on doit faire le pont entre les équipes TI, les équipes peut-être d'autres fournisseurs ou des avocats, les employés. Donc, ça prend vraiment beaucoup justement de collaboration entre toutes ces équipes. Finalement, la communication, c'est sûr que ça doit être clair, transparent pour s'assurer aussi que tout le monde travaille dans le même sens, qu'on ne défait pas un peu, les actions, en fait, que toutes les énergies, les efforts vont dans la même direction pour éviter de tout défaire ce qu'on essaye, comment on essaye de protéger nos infrastructures puis de sensibiliser nos humains, justement. Puis vous avez beaucoup en prévention dans les organisations. C'est de la formation que vous faites? Exclusivement en prévention. Ouais. C'est pour ça qu'on ne trouvera pas mon numéro de téléphone sur notre site web parce que sinon les gens m'appellent en urgence et nous on fait de la prévention. Ou bien on peut venir après, une fois qu'il y a un incident, puis là pour former les équipes, faire du renforcement. Souvent vous devez le voir, ça doit être après les gens, ils ont eu une cyberattaque, puis là ils se sont dit OK, on doit faire de la prévention dans nos équipes. C'est souvent arrivé d'un malencontreux événement. De eux, ou des fois c'est aussi parce qu'ils entendent. On en voit beaucoup de moi, j'ai un fournisseur qui ou une amie que, donc on doit vraiment se protéger. Là, ça aussi, ça arrive quand même souvent. Des fois c'est en externe, les assurances par exemple, pour souscrire une cyberassurance, tu es obligé de former ton équipe, donc ça va être la motivation. Puis peut-être des clients, des fournisseurs de l'organisation qui exigent aussi des formations. Puis est-ce que vous voyez, parce qu'on parle un peu d'éléments humains, est-ce que vous voyez la réticence des fois des gens sur la formation, du sens à faire des formations, au changement par rapport à la cybersécurité? Absolument. On en voit et à ce moment-là, c'est des gens qui ne sont pas encore assez mûrs pour aller dans la direction de la formation.
ce soit à la base, parce que nous, on parle à deux publics, hein, on parle aux dirigeants, c'est lui qu'il faut convaincre, premièrement, pour former ses équipes. Si lui, il ne croit pas au projet, je pense que ça ne vaut même pas la peine de mettre du cœur là-dedans, parce que l'énergie qui va ressortir ne va pas motiver les équipes à passer à l'action. Et ensuite, de la part des équipes, on ressent aussi beaucoup de la résistance, plus pour le côté gestion du changement, mais c'est pour ça qu'en formation, on va beaucoup aborder le côté personnel, la vie personnelle des employés. C'est parce qu'ils embarquent sur une formation avec nous, puis ils sont « What's in it for me? Qu'est-ce que ça m'apporte de t'écouter? » Donc, de faire des liens vraiment avec leur vie personnelle, la famille, leurs parents, leurs propres parents, leurs propres enfants, ça les accroche beaucoup plus par contre. Oui, puis est-ce que au niveau d'encourager, puis je te pose la question, Amina, là, encourager plus la diversité au niveau féminin aussi dans ce milieu-là qui peut être parfois fermé, comment est-ce qu'on peut encourager ça aussi au niveau de la cybersécurité? Bien, je crois qu'une des façons de faire, ça pourrait être aussi de sortir justement que la cybersécurité, c'est tellement technique, de réaliser qu'on peut vraiment faire un transfert de connaissances. On vient de deux mondes de psycho, d'intervention. Donc, de vraiment comprendre qu'il y a plusieurs compétences qui sont transférables, que tout le monde peut trouver son compte aussi. Comme je disais, la cybersécurité, c'est tellement vaste, de leur faire comprendre aussi aux femmes qu'elles sont les bienvenues, qu'on a besoin, il y a tellement, je connais pas les statistiques exactes, là, mais on a tellement un manque justement je les appelle des petits soldats, là, mais pas exactement de la cybersécurité pour protéger, mais tout le monde pour protéger la sphère numérique. Donc les femmes, venez, on a besoin d'un peu plus, c'est ça, de changer un peu l'image aussi de la cybersécurité, que c'est pas simplement technique, il y a beaucoup de façons de venir, c'est ça, de participer à ce domaine. C'est quelque chose que j'essaie vraiment de démystifier aussi. Souvent, j'ai des étudiins qui viennent me voir et qui me disent « j'ai pas du tout de bagage technique, est-ce que c'est un domaine pour moi ?» Je dis, ben moi non. Oui, oui, tellement. Et puis, par retour d'expérience rapide de ma part, mais c'est un milieu très d'hommes, mais c'est quand même bienveillant. Je me sens je me sens quand même à ma place. On ne me fait pas sentir que je suis une femme constamment. Ouais. C'est très vrai. Je fais souvent des capture the flag qu'on appelle. Ça, c'est des compétitions de hacking. C'est des 24 heures, tout le monde sur son ordi. C'est très bienveillant. Il y a beaucoup de collaboration, beaucoup d'entraide, même si on est 5 filles sur les 300 hommes. Ah, super! Mais on le sent pas. Ah, super. Bien, on va continuer après une pause musicale sur ces belles discussions-là, beaucoup par rapport au côté humain. Donc, on va aller en pause musicale, une artiste qui s'appelle Emmanuelle Alias, avec la chanson « Dis-moi, dis-moi ». Donc, on est de retour à l'émission Tech est en transmission avec Emeline Manson et Amina Arabe. Et nous parlions, avant la pause, de cybersécurité, l'aspect humain derrière cette pratique technique. On parlait juste avant de toute la formation qui doit être faite dans les organisations, mais il y a aussi l'élément personnel. Donc, je me posais comme question, mesdames, puis vous pourrez répondre dépendamment de votre expérience aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent pour être sensibilisés ou pour faire de la formation, mais à travers leur environnement plus personnel? Réponse courte, oui, absolument. Parce qu'il y a des publics que ça touche plus que d'autres. On peut penser aux aînés, par exemple. Donc, on a une collaboratrice aussi qui est spécialisée en formation auprès des aînés. Et c'est pas rare qu'on se fait contacter pour ce besoin-là auprès d'organismes à but non lucratif, à ce type de membres. Mais aussi les plus jeunes. Au niveau école, c'est un marché qu'on a du mal à percer encore parce que souvent les écoles ont moins de moyens aussi, mais notre vision à long terme, c'est de pouvoir aussi accompagner les jeunes et les parents surtout, parce que les parents sont souvent démunis, mais oui, on se fait beaucoup interpeller pour du personnel. Oui, puis ça doit avoir une complexité, puis c'est peut-être là aussi, Amina, avec ton expertise aussi qu'on parlait tout à l'heure, le plus technique et intelligence artificielle, mais il doit y avoir une complexité aussi avec l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les bonnes informations, les informations qui ont été truquées ou changées, qu'est-ce qu'on peut partager, elle est où la limite ou jusqu'où on va former les gens pour ça? Ce qui est difficile avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, premièrement, des fois, les données peuvent être utilisées, on ne fait pas nécessairement attention à la confidentialité, mais c'est aussi que il y a comme des biais avec l'intelligence artificielle. Des fois, on aime se faire dire,
elle nous dit ce qu'on veut entendre. Donc, c'est important de vérifier justement si l'information est vraiment exacte. Puis c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a vraiment des problèmes au niveau de la vérification puis de l'authenticité là, des informations qui sont reçues par l'intelligence artificielle. Donc, c'est important, c'est ça, d'avoir un esprit critique là, sur les informations. C'est quoi la véracité des informations aussi? Puis je pense que la complexité, elle est là. Puis c'est drôle parce que dans chaque sujet qu'on apporte ici, on a un sujet comme maître, mais on revient toujours avec l'intelligence artificielle. Je pense que ça fait partie maintenant de nos vies, là, puis on regarde comment est-ce qu'on peut justement arrimer ou en fait décomplexifier tout le sujet. Surtout en ce moment parce que nous, on a une formation qui aborde ces notions d'intelligence artificielle sous 2 axes. D'abord, comment les fraudeurs s'en servent pour nous faire passer à l'action, mais aussi, comme Amina le disait, dans nos pratiques professionnelles au quotidien, quoi faire, quoi ne pas faire. Et c'est une formation qu'on a bâtie il y a un peu plus d'1 an maintenant, mais elle devient populaire seulement maintenant. Parce qu'il y a 1 an, tout le monde était comme « Oh, c'est trop bien, l'IA, on peut faire plein de trucs. » Et elle dit « Attends une minute, qu'est-ce qu'on met là-dedans, en fait ?» En fait, c'est trop bien l'IA, mais on peut faire trop de trucs. Exactement. Il y a comme l'aspect plus de vigilance. Ben, justement, là, il y a eu des cas de la compagnie, une grosse compagnie là, qui s'est fait justement poursuivre parce qu'elle a soumis un rapport avec l'IA qui était erroné. Donc, ça peut vraiment causer de gros problèmes. Oui. Puis, on l'entend dans tous les domaines. Là. Aussi, il y avait un avocat qui avait fait un plaidoirie avec l'intelligence artificielle. T'sais. Je pense que maintenant, c'est dans tous les domaines. Il faut juste savoir bien le cibler. Puis, si on revient sur les côtés, parce qu'il y a beaucoup d'éléments interpersonnels, des forces aussi par rapport aux soft skills, là, aux compétences plus émotionnelles derrière ça. Donc, Amina, si je vais avec une question au niveau des notions de leadership, de bienveillance, comme tu parlais un peu de la bienveillance tout à l'heure, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour toi? Bien, en fait, c'est vraiment de mettre l'humain un peu au centre de tout ça parce qu'au final, on est dans un monde où tout est encore de plus en plus connecté. C'est tellement difficile de dissocier l'humain du travailleur ou de l'employé qui va protéger justement les infrastructures contre la cybermenace. Donc, c'est important d'avoir vraiment là, un peu une psychologie sécurisante dans le sens que si jamais il y a des erreurs, il n'y a pas de jugement, on ouvre la porte à des discussions pour que ça soit un apprentissage par la suite pour toujours le mieux sensibiliser, mieux se protéger là, ultérieurement. Donc, pour moi, ça serait un peu, c'est ça, de toujours mettre l'humain puis d'essayer de ne pas trop culpabiliser non plus. De vraiment favoriser le dialogue là, en toute confiance. Puis de ne pas avoir peur d'être jugé. Tu sais, des fois, on n'est pas certain, on le garde un peu pour soi, on reçoit des courriels. Tu n'as pas envie de te faire juger non plus, mais au contraire, il faut mettre de l'avant justement la communication. La peur est légitime par contre, parce que quand on voit dans les médias certaines personnes qui se sont fait avoir et qui se font lyncher sur les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on peut craindre d'en parler un petit peu plus. Je voulais faire partager un petit quelque chose aussi qui m'a marqué quand je travaillais à la Banque nationale. On encourageait beaucoup le comportement positif et c'est quelque chose qui résonne beaucoup avec mes valeurs. Et exemple, s'il y avait plusieurs campagnes d'hameçonnage, donc des faux courriels, et si tu n'avais pas cliqué sur 3 campagnes, tu avais un petit sticker. C'est bête, mais ça vient renforcer le comportement, puis tu as ton petit sticker, tu es fier de l'avoir. Oui. Ah non, c'est la banque, petite parenthèse, la Banque nationale, ils sont très impliqués avec Lead Women, là, mais ils ont justement un esprit de collaboration, de ce qu'on voit de l'extérieur là, énormément. Puis je pense que c'est une des forces, mais on devrait le voir partout dans toutes les organisations. Oui, absolument. Donc, Émiline, par rapport aux qualités humaines, comment est-ce qu'on est capable de cultiver davantage pour renforcer la confiance justement puis la sécurité dans le monde numérique? Tu parles pour les professionnels ou pour les participants? En fait, on pourrait y aller en 2 volets pour tout le monde, puis également pour les professionnels. Oui, je veux bien que tu répètes ta question, s'il te plaît. Oui. Comment on est capable de, justement, de renforcer cet élément de confiance-là pour pas que les gens perdent confiance par rapport à la sécurité numérique? Parce que, tu sais, j'ai l'impression là, qu'on se retrouve presque à l'opposé où, puis même moi, derrière moi, je recevais un courriel, puis tout de suite, je suis là, c'est de la fraude, je mettais tout de côté. On dirait qu'on n'a plus confiance en rien. Comment on est capable de justement cultiver encore
Bah, tu vois, c'est intéressant comme point de vue. Je pense qu'on pourrait débattre un petit moment, mais moi, je ne suis pas contre l'idée d'avoir de la méfiance. Oui, ok. Je pense que... Presque, c'est mieux. Ouais, tu vois, nous, on parle beaucoup de saine paranoïa, et je pense que ça en prend. Tu sais, au même titre que le 1er avril, c'est les poissons d'avril, et tu fais niaiser, tu es sur tes gardes toute ta journée. Mais on devrait ressentir ça, je pense, au quotidien. Mais c'est tout le temps. Ça peut devenir peut-être essoufflant ou d'être tout le temps sur ses gardes comme ça. En fait, il ne faut peut-être pas le voir comme étant sur ses gardes, mais comme faisant preuve de prudence et faire des vérifications supplémentaires. C'est plus, plutôt que justement du manque de confiance, c'est plus de dire moi j'ai un bouclier autour de moi, puis pour rentrer, il y a une porte, mais la porte, je la check pas à peu près. Donc c'est une hyper-vigilance, mais je pense que c'est de renverser. Je pense qu'on a une communauté, une culture où est-ce qu'on fait beaucoup confiance. Je pense qu'il faut le renverser, mais ça veut pas dire... C'est comme si c'est pas l'opposé, c'est pas le manque de confiance, c'est juste un peu plus de méfiance et d'attention finalement à ce qui se passe. Oui, puis il faut l'avoir dans les organisations, il faut l'avoir aussi personnellement, comme on parlait aussi tout à l'heure. C'est important de garder cette vigilance un peu partout. Puis Amina, pour les nouvelles générations, donc est-ce que tu représentes notre nouvelle génération? Pour la petite blague, pour les auditeurs, c'est qu'Amina et Emeline ne sont pas si éloignées en âge, mais c'est quand même notre nouvelle génération. Donc, dans la construction d'une cybersécurité plus humaine, comment est-ce que tu vois ça pour les plus jeunes? Mais ça, comment est-ce qu'on conseille aussi les plus jeunes? En fait, les plus jeunes, premièrement, sont un peu nés avec la technologie. Donc, pour eux, c'est tellement plus intuitif, plus facile. Je pense que ça les amène aussi à innover. On parle de la saine paranoïa un peu plus tôt. Là, on est en train de trouver des façons de créer des mots de passe, mais sans mots de passe. Des phrases de passe. Encore plus avec la biométrie. Donc, on est vraiment, il y a de l'innovation. La seule chose pour des fois, les nouvelles générations, les plus jeunes, ce que j'ai l'impression de peut-être mon expérience, peut-être que je me trompe, mais des fois, peut-être qu'eux, la confiance, ils l'ont encore plus par rapport à la technologie, des fois, de ne pas réaliser vu qu'ils sont nés là-dedans. Donc, je pense que ça va être aussi de les sensibiliser, de les amener dans tout ce qui est prévention, sensibilisation, parce que je pense que ça va être des alliés quand même assez importants, surtout qui sont beaucoup dans l'inclusion, la diversité, la communauté. Donc, je pense que ça va être un bon travail collaboratif. Je pense qu'il y a vraiment de futurs métiers qui sont à développer en lien avec plein de choses. J'ai moi-même plein d'idées que je partage. Et si quelqu'un me vole mon idée business, je lui donne avec grand plaisir. Mais c'est rien que pour nos aînés. C'est au même titre qu'on a des infirmiers, des infirmières qui viennent à domicile s'occuper de nos aînés. Je pense qu'un métier de demain, ça sera un individu avec background check, judiciaire et tout, bien entendu, mais qui se déplace à domicile. T'as reçu du courrier, t'as reçu des appels, t'as reçu des courriels. Laisse ça, attends que j'arrive, on regarde ça ensemble. Ça fait partie, entre autres, de, je pense, les métiers du futur aussi. Oui, non, mais c'est super d'avoir justement les métiers du futur, parce que les métiers d'aujourd'hui, on sait, ça ne sera pas les métiers du futur. Ça, c'est une certitude, donc il faut essayer de naviguer à travers ça. Donc, mesdames, c'est déjà la fin. On va y aller avec petit mot de la fin, conclusion. Peut-être une phrase pour résumer la discussion qu'on vient d'avoir aujourd'hui, puis où on peut vous trouver également. Je te laisse commencer. Moi, je ne vais pas écouter ces consignes pour une autre phrase. Vas-y, Amina. Mot de la fin, en fait, le technique, oui, c'est important, mais si on oublie l'humain derrière les machines, on n'est pas plus avancé. Puis, je vous encourage vraiment, autant justement les femmes et tout, de venir dans son beau métier qui est tellement passionnant, qui est tellement stimulant, puis que vos compétences là, sont tellement attendues. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas mis beaucoup d'emphase sur les femmes aujourd'hui, malgré qu'on avait deux merveilleuses femmes, là, mais c'est l'aspect humain qui est très important. Puis je pense que c'est ça que les femmes aussi peuvent apporter. Mais finalement, mon point n'est pas si loin. Parce que je voulais recommander aux gens de garder contact, parce que le monde de la cybersécurité, surtout pour les futurs professionnels, c'est un petit monde, donc de garder contact, de bien s'entourer. D'ailleurs, tu demandais où est-ce qu'on était présents, on est présentes toutes les deux sur LinkedIn, donc j'invite tout le monde à nous inviter sur LinkedIn, parce que c'est quand même un beau réseau. Sinon, on est aussi très actifs sur YouTube, on a toujours la chaîne YouTube. Vous avez toujours la chaîne YouTube, ça allait être ma question. Elle existe toujours, puis on a la page Instagram aussi, qui est plus un peu le backstage, il y aura sûrement des photos de notre entrevue aujourd'hui aussi. On est un peu partout finalement, on essaye d'être là où sont les gens, au moment où est-ce
qu'ils ont envie qu'on leur parle de cybersécurité aussi. Puis c'est ça, j'invite les gens à vous contacter. Nous, donc on va être disponible habituellement c'est dès demain là, sur Apple Podcast. Donc on va mettre toutes vos informations personnelles également. Les gens vont pouvoir vous contacter, que ce soit personnel, professionnel. On a vu, ça touche les deux volets. Et également, on va être en rediffusion samedi à 9h30. Donc mesdames, merci beaucoup pour cette belle discussion et à bientôt. Merci. Merci beaucoup.